Professeur Alain Carpentier, vous êtes chirurgien et cardiologue à l'hôpital européen Georges Pompidou. Patrick Coulombier, vous êtes le directeur général adjoint de Carmat. Je n'ai pas envie d'en dire plus sur vos profils et sur vous, mais j'ai juste envie de vous poser une question. Pourquoi vous êtes là tous les deux réunis sur cette scène, alors qu'a priori, vous venez de deux univers très différents? Pour une première raison, c'est que je suis médecin, qu'un médecin est fait pour soigner des malades, et que quand il est dans une situation où il n'a pas les médicaments ou les outils pour soigner une maladie précise, eh bien, il faut qu'il fasse des recherches, de l'innovation et fasse appel à des partenaires. Et de nos jours, dans mon domaine, qui est la cardiologie, les moyens dont on dispose sont de haute technologie, nécessitent des compétences dans d'autres domaines que le nôtre. Et en l'occurrence, le domaine dont je parle, et c'est pour ça que j'ai demandé à mon partenaire, M. Patrick Coulombier, de venir m'accompagner. Le partenaire en question, c'est l'industrie. Et l'industrie de haute technologie, puisque M. Coulombier était un des hauts directeurs de EDS, et donc c'est ce partenariat que nous avons fait pour parler d'un projet probablement dont nous parlerons. Alors. Donc je suis ici parce que je suis ingénieur, et c'est en tant qu'ingénieur que j'ai été approché par le professeur Carpentier il y a déjà à peu près 11 ans, je crois 12 ans, pour rejoindre ce projet suite à toute une carrière qui s'est passée dans l'aéronautique, et donc sur un projet qui était manifestement enrichissant, enthousiasmant, et qui permettait de voir comment on pouvait transférer un savoir-faire acquis dans un domaine totalement étranger et en collaboration avec des personnes d'un milieu totalement différent. Alors, est-ce qu'on peut en parler de ce projet, justement, professeur? Bien, écoutez, dans mon domaine, qui est la cardiologie, il y avait quelque chose d'insupportable pour un chirurgien comme moi, c'est quand il y avait besoin de changer le cœur parce que tout avait été essayé, qu'on n'avait pas de prothèse pour changer le cœur. Alors, évidemment, on avait besoin de partenaires, je l'ai déjà dit, je le répète, et d'un partenaire de haute technologie, je l'ai déjà dit et je le répète, mais ça a été une aventure absolument incroyable de pouvoir tomber sur des partenaires qui étaient à la fois très différents de nous et tout de même passionnés de la même façon par les moyens que donne aujourd'hui la haute technologie. Et je dois dire que j'ai énormément bénéficié de la coopération. On parlait tout à l'heure d'innovation et de coopération. Le monde des universités, le monde universitaire, est généralement complètement ignorant du monde de l'industrie. Et là, il a fallu que l'un et l'autre, nous fassions l'apprentissage d'un langage commun, apprendre à parler le langage de l'autre, et de façon à pouvoir construire quelque chose et communiquer. Voilà, c'est une tellement longue histoire que je ne sais pas par quel bout la prendre. Et alors, comment justement s'est passée cette collaboration? Ça a été difficile, je suppose. Effectivement, ce n'est pas le même langage. Alors, peut-être que je peux apporter un mot là-dessus, puisque l'effort pour apprendre a été très important pour des gens qui venaient d'un domaine aéronautique, de mécanique des fluides, d'objets volants, pour arriver à un cœur artificiel, domaine de la cardiologie, qui a son langage, qui a ses codes, et pour lesquels il a fallu qu'on fasse un effort d'apprentissage, de compréhension et d'acquisition de connaissances réellement. Et je pense que c'est par un dialogue assez fourni au départ entre les équipes
de ADS et les équipes du professeur qu'on a réussi à franchir, si vous voulez, ce premier obstacle qui était l'obstacle de la compréhension. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin de ce projet, on a ce cœur artificiel, cet objet mécanique qui bat comme un cœur. Alors comment vous, avec votre regard d'ingénieur et vous, avec votre regard de médecin, vous voyez cet objet? Parce que c'est quand même magique de le voir battre, cet objet. Oui, évidemment, quand vous le voyez, c'est impressionnant, mais dans notre domaine, ce n'est pas la première fois qu'on a des objets comme ça qui paraissent révolutionnaires et même incroyables, dont on se demande vraiment comment est-ce qu'on peut faire un partenariat entre l'homme et la machine. Alors, on a des antécédents pour ça. Moi-même, j'avais fait dans le passé des valves artificielles et je savais après des décennies qu'elles marchaient et qu'elles présentaient un certain nombre d'avantages. Mais il y a d'autres domaines que tout le monde connaît, ce qu'on appelle les pacemakers, par exemple, qui sont ces espèces de petites boîtes merveilleuses qui stimulent le cœur. Je me souviens que quand les premières sont apparues, on disait c'est pas possible qu'un cœur puisse marcher comme ça avec des stimulations. Donc, si vous voulez, dans notre domaine de la cardiologie, ça fait longtemps qu'on a démystifié l'usage de haute technologie. Alors, évidemment, le cœur artificiel, ça n'a rien à voir avec un pacemaker. C'est un défi complètement fou. Mais puisqu'on est ici pour parler de oser, eh bien, il fallait oser. Pourquoi il fallait oser? Parce qu'il y avait un problème qui persistait, qui était l'abandon d'un certain nombre de malades encore jeunes, autour de 45, 50, 60, 65 ans, qui avaient besoin d'un changement de cœur et pour lesquels on n'avait pas d'autre solution qu'une transplantation cardiaque, avec les inconvénients, avec les réussites formidables de la transplantation cardiaque, mais les inconvénients, c'est-à-dire des médicaments très lourds et surtout avec le manque d'organes. Alors pour moi, c'était insupportable. C'était véritablement physiquement et moralement insupportable d'avoir un jeune malade de 50 ou 55 ans, père de famille, et qu'on était obligé d'abandonner faute de transplantation cardiaque possible. Et là, c'est là que vous puisez la motivation, c'est là que vous puisez les raisons d'oser. Et donc, on a osé. Alors, pour l'équipe technique, l'équipe de Carmat, c'est réellement ce cœur qui bat, c'est vraiment une source de motivation de tous les jours. Comme je vous disais, mon background est plutôt aéronautique, c'est également celui de pas mal de mes collaborateurs. Et pour eux, appliquer leur savoir, leur méthode, c'est important la méthode de travail à quelque chose, à un objet comme le cœur, c'est quelque chose de motivant chaque jour. D'autre part, nous, on est plus étonnés, si vous voulez, en tant qu'ingénieurs, par la perfection de la nature humaine, c'est-à-dire ce que réalise réellement notre cœur naturel, que par la machine que l'on construit. Mais c'est normal puisqu'on est plus proche de la technique que de l'anatomie. Et moi, je suis plus bouleversé par leur technologie que par la physiologie du cœur que je vois tous les jours et que j'ai dans ma main. Mais bon, voilà comment les choses se sont construites. Et je veux surtout rendre hommage à ces ingénieurs qui nous ont fait confiance, qui ont débarqué, si je puis dire, dans un domaine qui leur était complètement inconnu et qui ont fait le pari de la confiance, qui ont fait le pari du défi, qui ont osé complètement abandonner leur carrière à EADS, une carrière brillante parce que c'était des ingénieurs brillants, et du jour au lendemain, ils sont passés dans cette sorte de start-up que nous avons créée, qui s'appelle Carmat, et pour lesquels, naturellement, il n'y avait plus la sécurité qu'ils avaient à EADS. Alors, quand vous avez une trentaine d'ingénieurs comme cela, qui ont souvent des charges d'enfants, eh bien, je trouve ça absolument bouleversant. Professeur Carpentier, Patrick Colombier,
J'ai deux questions à vous poser. Je vous propose de répondre chacun à votre tour. Alors, j'en ai trois en fait. Il y en a une qui est un peu naïve. Pourra-t-on toujours aimer avec un cœur artificiel? Comment? Pourra-t-on toujours aimer avec un cœur artificiel? C'est une question naïve. Je passe à la prochaine. La réponse est oui. Merci. Je me faisais du Alors souci. ma réponse est oui. Plus sérieusement, vous avez travaillé pendant 15 ans sur ce projet. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez failli abandonner? Oui, presque tous les jours. Vous avez Surtout au début. Et l'émerveillement, c'est qu'au fur et à mesure où les difficultés naissent, des solutions naissent aussi. Et par conséquent, vous persistez et vous persévérez. Parce que de toute façon, dans la vie, si vous ne persévérez pas sous prétexte qu'il y a des difficultés, si vous abandonnez, vous ne ferez rien de votre vie. Patrick Colombier. Alors oui, et c'est la vie des startups. C'est-à-dire on est sur un projet qui est réellement innovant, donc on n'a pas forcément une certitude totale de l'objet qu'on va développer. On découvre des choses tous les jours, on résout les problèmes, alors que ce soit technique ou financier, c'est-à-dire que c'est une start-up avec une visibilité de cash qui peut être relativement limitée, et ça c'est une inconnue importante. Heureusement, on a eu beaucoup d'actionnaires qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné une visibilité qu'on n'avait pas. Écoutez, messieurs, on aimerait vous entendre des heures, mais il va falloir conclure. Donc merci beaucoup et bravo pour votre intervention. Merci beaucoup à tous les deux.